C'est quoi ton premier projet entrepreneurial? Légal ou illégal? Tu vas tout nous dire aujourd'hui. Et donc je faisais régulièrement des allers-retours à Londres. Et là, pendant ces déplacements, je rencontre 2 gars qui font des burgers au bœuf bourguignon à Londres. Et en fait, je goûte et je dis les gars, c'est génial, faisons quelque chose. Et nous, on sous-valorise tout le temps au pitch. Ok. C'est un vrai test. On sous-valorise tout le temps. Et on le dit, on dégrade tout. Et on leur dit ça, c'est l'offre la plus dégueulasse. Nous, ça nous est arrivé que finalement, un coup de téléphone, ce mec-là, il parle trop mal, puis finalement, je veux plus lui parler. Et comment ça se passe? Fermer le Comment dossier. tu gères? Et tu fermes le dossier. C'est quoi les requisites des banques pour justement faire confiance à quelqu'un qui veut faire un LBO? L'historique de la personne, c'est quand même le plus important. Qu'est-ce qui est apprécié? Qu'est-ce qui est gardé? Les secteurs d'activité, selon toi, qui seront demain porteurs pour des opérations comme ça? Ne vous lancez pas dans un secteur qui est en baisse. Il y a un truc qui est important, c'est qu'ils ont compris le game. Tu vois. Alors c'est quoi le game? Salut Thomas. Salut Louis. Ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode d'Equity Conversation. Écoute, ravi d'être là. Hein. Super content d'avoir cet échange aujourd'hui avec toi. Tu es banquier d'affaires avec Créenco que tu as créé il y a quelques années. Et donc on va parler de transactions, on va parler de LBO, on va parler de psychologie dans les deals. On a eu l'habitude d'en faire quelques-uns ensemble et je pense que le partage de notre échange sera super intéressant pour ceux qui vont nous écouter. Avant d'avoir créé une banque d'affaires, tu es vraiment entrepreneur dans l'âme. Je crois que tu avais créé ta première société quand tu étais tout jeune. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient cette fibre entrepreneuriale qui est en toi? Alors, quand j'étais très jeune, au lycée, collège, réellement, je n'ai jamais vraiment trouvé ma place. Donc, j'essayais de trouver des choses à faire qui pourraient me rendre utile. Okay. Donc, ça a pas mal passé par les jeux vidéo au début, avec aussi avec les modes qui arrivaient, des baskets, des choses plutôt avec une posture commerçante qu'entrepreneuriale. Et ça m'a jamais vraiment lâché. Donc, je poursuivais mes études. J'ai fait cursus pas dingue en école de commerce, avec des maths, un peu de physique par la suite, et que j'ai appliqué aux finances de marché dans un premier temps. Et pendant toute cette période-là, j'ai un petit peu concrétisé une posture un peu commerçante à une posture un peu entrepreneuriale, et j'ai un peu travaillé dessus. Ouais. Ok, et donc à part avoir vendu quelques baskets rares dans la cour de récré, c'est quoi ton premier projet entrepreneurial? Officiel ou légal ou illégal? Tu vas tout nous dire aujourd'hui. Non, alors on jouait à un jeu qui s'appelait World of Warcraft. On vendait des pièces d'or dans le jeu. Puis ensuite, il y a eu les baskets. Alors je ne sais plus si c'était avant ou après. La première vraie aventure, au sens légal du terme, c'était une boîte de développement web. D'accord. Quand j'étais à l'école, qui n'a pas marché. On était en statut d'entreprise, tu sais, scolaire, je ne sais plus exactement le terme. Donc tu étais vraiment un très précurseur dans la création d'une c'était il y a société. 15 ans. Ouais, j'avais 18 ans, 18-19 ans. On avait fait ça avec des potes de classe. D'accord. Et puis on était monté à 5, 6, 7. Enfin, on n'avait aucune expérience, vraiment aucun repère, rien. Tu m'étonnes, vous étiez si jeune que de toute manière... C'était compliqué, ouais. Ok. Ensuite, dans le cadre de ce projet-là, on a identifié un besoin, qu'on pensait, d'une tech, mais tu vois, c'était il y a 15 ans, quoi. Il n'y avait pas de tout cet univers autour de la start-up, donc ça ne s'appelait pas forcément comme ça, dans la vidéo, donc, dans le streaming live entre devices, sous une couverture faible. Okay. Donc on avait comme client par exemple Bouygues à l'époque qui utilisait ça pour communiquer avec ses opérateurs qui installaient les fibres. Mais pareil, on n'avait aucun repère. Alors, on avait appris de l'expérience précédente qui était un peu toujours en cours, mais bon, c'était quand même un peu poussif, quoi. Mais vous aviez déjà quelques beaux clients, puisque tu me parles de Bouygues. Donc... Oui, surtout des POC, des choses comme ça, mais c'était pas très bien structuré. On était un peu au jour le jour. Et c'était assez compliqué, quoi. Ok, et comment tu passes du coup de cette fibre entrepreneuriale où tu crées des business, où tu essayais, à cette vocation d'être conseil auprès des entrepreneurs?
En fait, il y a deux choses qui ont fait ce lien. Le premier, c'est l'entreprise d'après ces expériences-là. En fait, dans le cadre de cette boîte tech, entre guillemets, on a rencontré des investisseurs à Londres. Ok. Et donc, je faisais régulièrement des allers-retours à Londres. Et là, pendant ces déplacements, je rencontre deux gars qui font des burgers au bœuf bourguignon à Londres. Et en fait, je goûte, je regoute, et je dis, les gars, c'est génial, faisons quelque chose. Et donc, on développe ça, et on atteint une dizaine de points de vente. Donc, Ah ouais. Ouais, je fais une mini levée de fonds Friends and Family, on atteint une dizaine de points de vente, et on a revendu un fonds saoudien. Ok, voilà. Super. Donc ça, c'est... Donc ça, c'est le côté entrepreneuriat, entre guillemets, validé, même si, à nouveau, je pense qu'on manquait énormément de repères, de marqueurs entrepreneuriaux, de gestion. Mais tu as checké ton premier exit. Ouais, voilà. Bon, ça ne m'a pas du tout rendu riche, hein, on est loin des magazines. Mais, malheureusement, tu as dû continuer à entreprendre pour pouvoir... Ouais, mais je dirais heureusement, parce que tu vois, on ne se serait pas connu à l'époque. Ouais. Et en fait, la banque d'affaires, entre guillemets, c'était dans ma tête... je sais pas si tu te souviens, il y a eu un commencement speech de Steve Jobs. Alors, je suis pas du tout en train de dire que voilà, mais il y a un truc qu'il a dit, c'était à un moment donné dans ta vie, tu vas connecter les points. Connect the dots. Connect the dots, tu vois. Et je pense qu'en fait, j'ai un peu connected the dots, si je le mets du coup au passé, Ouais. entre ce côté entrepreneurial pas du tout structuré, où en fait, je me rendais compte que ça marche. Enfin, pour moi, ça n'a pas marché parce que je ne maîtrisais pas le fond du sujet, tu vois. Et j'ai connecté ça à mon expérience plutôt académique, où très, très tard, en fait, dans cette expérience-là, je me suis un peu pris de passion pour les maths, la physique, la technique. Donc, en connectant tout ça, je me suis dit, c'est le métier de banquier d'affaires, en fait, qui m'intéresse et qui peut fonctionner, et que je pourrais transformer en expérience entrepreneuriale. Ok, je reçois pas mal de commentaires de ceux qui nous écoutent qui me demandent souvent de préciser un certain nombre d'expressions. En gros, une banque d'affaires, c'est quoi ? Alors, c'est une banque au sens réserve, quoi. Hein, tu vois, comme tu peux avoir une banque du sang, une banque de nourriture, sauf que là, il n'y a pas de sang ni de nourriture, il y a des affaires. Okay. Donc, c'est typiquement ce qu'on va dire comme étant des business à acheter, à vendre. Okay. Et donc, on va être des intermédiaires. L'intermédiation est un des métiers, mais on va intermédier des transactions entre des dirigeants des entreprises qui veulent vendre ou des dirigeants des entreprises qui veulent acheter. Ok, donc ton job aujourd'hui, c'est d'aller chercher des mandats auprès des personnes qui veulent acheter, vendre, faire des opérations, puisqu'il n'y a pas que... il y a des opérations un peu plus complexes, on le verra avec le LBO. Ouais. Ils te font confiance pour te donner le mandat, soit pour trouver un acquéreur, soit pour trouver quelqu'un qui va... un cédant pour faire de la croissance externe. Effectivement. Et ça, c'est ton job, d'aller chercher des mandats. Okay. Exactement. Et du coup, quand tu crées Co, c'est quoi les fondements qui te permettent de proposer ta première offre ? Ouais, alors nous, on a démarré il y a 8 ans. Moi, j'étais personne, hein, j'avais 25 ans, j'avais aucun réseau. Tu vois, mes parents viennent pas de là, j'ai pas grandi dans ce milieu-là. Alors, il n'y a aucun jugement. Mais donc, moi, j'ai pas directement démarré par là. Ou tu venais pas d'une précédente banque d'affaires? Non, pas du tout. Où tu avais déjà tous les templates, toute la façon de bosser, etc. Donc en fait, c'est vraiment homemade. C'est homemade, exactement. Okay. Et en fait, donc j'ai pas pu démarrer comme ça, parce que j'ai pas le tempérament de dire un jour, je me réveille à 25 ans et ça y est, je suis une banque d'affaires. C'était pas mon tempérament. Il y en a qui font ça, hein, mais c'était pas mon tempérament. Donc nous, initialement, on a démarré par du financement public. On remplissait des dossiers de 200 pages pour faire du financement de l'innovation, de non dilutif pour des boîtes. Donc en fait, je suis rentré dans ce système-là, dans ce game, par la fenêtre la plus haute sans échelle, parce que c'était là où, techniquement, on pouvait laisser sa chance à un gars qui était inconnu. On a mis de côté, j'ai mis de côté, et puis ensuite, progressivement, on a grandi avec nos clients, on a fait des levées de fonds privés pour eux, puis est venue la question de la vente et d'acheter des boîtes, et puis on a toujours dit oui, en précisant bien à nos clients qu'on ne savait pas faire, que c'était la première fois, et on a eu la chance de tomber sur des gens qui nous ont fait confiance. Et puis finalement, on est devenu cette banque d'affaires aujourd'hui. D'accord. Mais pour répondre à ta question, qu'est-ce qui me différencie ou qu'est-ce qui fait que... Oui, parce que c'est un milieu assez concurrentiel. Aujourd'hui, des banques d'affaires, il y en a beaucoup. Mais justement, qu'est-ce qui fait
que Créenco, c'est vraiment singulier et que vous arrivez à sortir du lot dans cette offre de banque d'affaires qui est assez nombreuse. Ouais, bah, tu vois, quand on était dans le burger à Londres, on a compris que la concurrence, c'est pas grave. Et tu peux avoir des gens qui font très bien le boulot. Et à partir du moment où tu le fais très bien aussi, tu n'es pas obligé d'être complètement l'ovni hyper singulier. Donc, j'avais pas cette prétention d'aller jusque-là. Moi, l'objectif, c'était de faire mon job correctement. Et je venais des maths, physique, finance de marché. L'entrepreneuriat, dans ma tête, la banque d'affaires, c'était un peu un mix de tout ça. C'était des gens très techniques qui étaient beaucoup plus dans le conseil que dans l'intermédiation finalement qui étaient vraiment dans le cockpit avec les dirigeants à leur côté pour prendre les bonnes décisions. Je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément ça. Et il y a un deuxième point où je pense un peu de chance en termes de timing, c'est qu'il y a 10 ans, la banque d'affaires, ça valorisait énormément le réseau. Et aujourd'hui, avec l'ère de l'information, le réseau, c'est plus tellement ce qui valorise le plus le métier de banquier d'affaires. Ce que tu vends aujourd'hui, c'est l'expérience client dans le process. Et collaborateur. Ok. Les deux. Parce qu'il fallait vite que je trouve un moyen d'avoir des gens top avec moi vite que je trouve des clients qui comprennent qu'aujourd'hui, banquier d'affaires, c'est pas juste trouver le bon acheteur au bon moment, mais c'est aussi préparer en amont. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec le Club Monceau. Beaucoup de pédagogie, beaucoup de communication pour en fait dire que finalement, le réseau et l'information, elle est accessible. Mais maintenant, le fusible qui va mettre tout ça en action et qui va rythmer l'opération et être auprès des dirigeants dans des transactions qui peuvent durer des années, c'est ça le vrai métier en fait. Et c'est un métier plus d'humain que simplement de tiens, je connais quelqu'un qui peut potentiellement et je prends une com au passage. Ce qui est ultra cliché, et c'est pas du tout ça aujourd'hui, mais nous on a vraiment poussé ce côté-là et aujourd'hui on est reconnu pour ça. Ok, et c'est sur quels aspects du coup vous avez poussé? Qu'est-ce qui du coup fait que aujourd'hui un client qui viendrait chez toi ou qu'il aille ailleurs, il se dit bah ouais, en fait chez Créenco c'est ça la différence? C'est une excellente question. Il y a 3-4 ans, je pouvais te le dire et c'était pas vérifiable. Aujourd'hui, tous nos clients disent la même chose. C'est pas la plus grosse valo parce que souvent les deals partent pas à l'offre la plus offrante, mais ce qu'ils disent vraiment, et je vais reprendre leur thématique, c'est la confiance, la transparence, l'intégrité, parce que on n'a pas d'autre choix que de faire comme ça pour durer. Tu as beaucoup, comme tu disais, de banquiers d'affaires parce que malheureusement, on est un métier qui est pas régulé. Donc, en fait, n'importe qui aujourd'hui peut se dire banquier d'affaires. Donc, finalement, l'offre, elle est vraiment très importante sur la place. Donc, nous, on a vraiment très tôt décidé de miser sur cette intégrité, sur cette confiance auprès de nos clients. Et je sais que ça peut paraître très commercial marketing. Là, ça fait 8 ans. On fait des sondages clients et ex-clients systématiquement et on a ces keywords un peu, ces mots-clés, nuages de mots-clés qui ressortent et qui sont en adéquation parfaite avec la vision qu'on a, nous, de ce qu'on veut faire. Et donc aujourd'hui, les clients, ils viennent chercher ça. Ceux qui ont compris que ça va être dur et qui vont avoir besoin de quelqu'un au téléphone le soir, le week-end, la journée, pour répondre à des questions existentielles qui peuvent se produire à n'importe quel moment quand tu tournes le chapitre le plus important de ta vie entrepreneuriale, parce que nous, nos clients, c'est de la TPE-PME, en fait, s'ils ont compris ça, ils vont venir le chercher chez nous. Ils peuvent le chercher chez d'autres confrères. Ils le refont différemment, mais... non, mais il y a même des confrères qui le font très bien. Ouais. On peut les citer, j'ai aucun problème. Maintenant, ce que je dis, c'est que historiquement, la banque d'affaires, c'était pas ça son job. Il n'y avait pas accès à l'information. Donc historiquement, son job, c'était juste d'avoir un réseau. De connecter un vendeur à un acteur. Voilà. Et c'était déjà super. Ouais. Et c'était déjà super. Mais aujourd'hui, cette connexion-là, elle existe, tu veux, par défaut, elle est accessible. Ok. Donc il faut se renouveler. Justement, là, tu parlais des transactions. Tu disais que une transaction, une cession d'entreprise ou une acquisition, c'était un moment important dans la vie d'un entrepreneur. Et c'est ça qui m'intéresse maintenant, c'est d'aller dans la transaction. Pour toi, c'est quoi une transaction qui est bien faite ? Il y a plusieurs piliers. La valorisation, c'est celle dont tout le monde parle parce qu'effectivement, elle est facile à appréhender. Oui, c'est le truc qui est quantitativement vérifiable. Voilà, c'est objectif, tu vois quoi. Voilà, tu le vois. Tu vois X millions, ok, tu sais. Exactement. Ou tu vois X multiples de ton résultat d'exploitation à laquelle tu réintègres les amortissements. Ça, c'est facile. Maintenant, il y a d'autres piliers. Tu as un pilier qui va être la garantie, les engagements que le cédant va prendre avec son acquéreur ou l'acquéreur va prendre avec son cédant. Tu as la garantie de la garantie, tu as le fit,
Tout simplement, hein. Nous, on est sur de la TPE-PME, donc forcément, le dirigeant, après tout ça, il va avoir un fit ou pas. Oui, il y a un fit, d'autant que globalement, il y a un affect très fort des personnes qui vendent, par exemple, sûr. leur société ou qui l'achètent d'ailleurs. Ah ouais. Par ailleurs, ils veulent la transmettre à la bonne personne. Et il y a toujours aussi, généralement, une période de transition où, comme tu dis, le fit, il est important. Tu n'as pas envie de donner ta boîte à n'importe qui. Et par ailleurs, tu sais que pendant 1, 2 ans, tu auras à faire la transition avec l'acquéreur. Donc ça, c'est un élément important. Toi, comment tu fais justement pour faire de la pédagogie sur cet aspect que les gens ignorent un peu sur une transaction, parce que le commun des mortels va y voir le prix et donc du coup la valorisation. Donc, Comment vous accompagnez dans cet aspect un peu plus humain? bah, là, tu rentres totalement dans ce sur quoi nous, on investit énormément pour essayer de se différencier. Et c'est hyper endogène comme travail. Parce qu'en fait, nous, notre client, il faut que tu te dises que 9 fois sur 10, il vient nous voir, il ne sait pas trop dans quoi il se lance, il a juste un prix en tête ou une envie de prix. Et du coup, effectivement, à partir de ce moment-là, démarre tout un travail pédagogique qu'on peut avoir commencé en amont grâce au Club Monceau et à tout ce qu'on publie. Mais du coup, à partir de ce moment-là, on a toute une batterie de documents et de réunions et d'ateliers qu'on programme avec notre client pour lui expliquer tout ça, pour lui expliquer comment ça marche, quels sont les us et coutumes de place, ce à quoi il faut s'attendre. Maintenant, évidemment, ça, on en a parlé avant de signer le mandat, mais au moment où on lance le mandat, tu as des vrais ateliers qui se mettent en place. Pour pas qu'il découvre le prix au moment de la remise des offres, tu vois, et 50 autres clauses où il va se dire mais attendez, c'est pas du tout ça que j'avais en tête. Mais il peut y avoir un moment parfois complexe dans le cadre de l'obtention du mandat, typiquement, parce que toi, tu vas avoir globalement une explication raisonnée d'une transaction, de ce que c'est, etc. Alors que tu peux avoir des confrères qui vont baser à fond sur le prix, ne pas faire la pédagogie que tu fais, et emporter le mandat, emporter le dossier et faire en sorte de sortir, puisque c'est eux qui vont faire la transaction. Du coup, toi, tu préfères avoir un discours de full transparence au risque de perdre le dossier si la personne ne comprend pas ce que tu lui racontes. Ah bah, c'est pas au risque, on en perd beaucoup comme ça. Ok. Mais tu es obligé, parce que le problème, c'est que on essaye de faire un maximum de pédagogie, mais quand on fait en amont trop tôt, avec effectivement des confrères, ou pas d'ailleurs, hein, parce que souvent ça peut être aussi l'avocat, l'expert comptable. Vu qu'on n'est pas régulé, si tu veux, tout le monde peut faire ça. Ton pote peut te vendre ta boîte, il n'y a pas de souci, c'est pas interdit. Mais donc, à partir du moment où tu as ces méthodologies d'aller survaloriser, nous on sous-valorise tout le temps au pitch. Ok. C'est un vrai test. On sous-valorise tout le temps. Et on le dit. On dit on est désolé, là on a appliqué toutes les décotes possibles, pas seulement sur le prix, mais aussi sur les conditions. Hein. On dégrade tout. Et on leur dit ça, c'est l'offre la plus dégueulasse que vous pourriez avoir. Est-ce que, comment vous positionnez là-dessus? Qu'est-ce que ça vous fait? Et qu'est-ce que vous ressentez? Pour qu'on puisse entamer un espèce de travail pédagogique autour de ça. Ouais, et peut-être que c'est pas le bon réaction. moment. Non, mais peut-être que c'est pas le bon moment pour le client. C'est-à-dire que peut-être à un moment, il peut se dire, si c'est ça, si c'est ces conditions-là, si je vais avoir besoin d'accompagner 3 ans parce qu'il y a un institut personnel important, parce qu'on en parle du prix, mais il y a d'autres choses. Peut-être que c'est pas le bon moment. Ou peut-être pas le bon moment, ou finalement, peut-être l'approche marche pas, parce qu'il y en a un qui va te dire mais attends, moi la seule chose que je veux c'est maximiser le prix, donc je vais aller vers celui qui maximisera le prix. Tu dis ouais, mais attention, tu sais pas ce qui te vend, tu vois. Nous on te vend la vérité, il y en a qui sont ou pas, hein, on peut se tromper, ils veulent pas l'écouter. On peut se tromper, ça peut nous arriver aussi de dire la boîte vaut tant, on nous appelle en nous disant là votre prix il est beaucoup trop bas, et moi je leur réponds mais c'est pas mon prix en fait, c'est le marché. Et peut-être qu'on peut se tromper, mais on ne veut pas prendre le risque, parce que derrière, en fait, le problème que tu as quand tu fais ça, soit tu as un très très gros nom derrière toi et tu t'en fiches un peu, et de toute façon, le client, en fait, leur pari, c'est que le client s'essouffle et puis au final signe quand même, ce qu'on veut absolument pas. Nous, on est tout petit et on a toute notre réputation à faire et à garder. Donc faire ce genre de pratique, ça ne marchera pas. Ça marche à très court terme. Soit tu as un très gros nom derrière toi, soit tu sais que tu es là dans le métier pour 5 ans, essorer l'eau du tapis au niveau de ton réseau et puis partir avec un peu d'argent. Quand tu es dans notre position où on est jeune et en fait on a encore 30 ans devant nous, tu fais ça, c'est une petite place, t'es mort.
Ok, tu as mentionné plusieurs fois le club Monceau, 2 fois déjà. Je vais me faire engueuler si je ne précise pas ce que c'est que le club Monceau. Donc en fait, le club Monceau, je le dis parce que j'en suis membre et on l'a créé ensemble. Ouais. Le club Monceau, c'est un club qu'on a créé avec Thomas et d'autres de nos camarades qui sont spécialisés dans d'autres secteurs d'activité que nous. On a des experts comptables, des fiscalistes, ouais. on a des gestionnaires de patrimoine, etc., qui connaissent parfaitement ce que c'est qu'une transaction M&A et qui, avec nous, font beaucoup de pédagogie sur les arrière-cuisines du milieu. On fait beaucoup de petits déjeuners, de webinaires pour justement faire cette pédagogie et faire en sorte que les gens soient un peu plus éclairés sur ce type d'opération et qu'au moment venu pour eux, ils puissent être en mesure de faire les bons choix. Donc c'est cette petite parenthèse que je referme, mais effectivement, c'était important que tu le cites. Du coup, les transactions, c'est évidemment beaucoup de papiers, de documents, de contrats qui permettent de s'assurer que l'opération sera faite, mais c'est aussi et beaucoup, et on le voit sur pas mal d'opérations sur lesquelles on a la chance de travailler ensemble, c'est aussi beaucoup d'humains. Est-ce que tu as déjà eu des opérations qui devaient se faire et qui, au dernier moment, ne se sont pas faites? Et comment tu joues la partie émotionnelle sur ce type d'opération? Alors, on a très peu d'opérations qui ne sont pas allées au bout. Nous, quand ça nous arrive, on parle de... ça oscille un peu, mais c'est entre 10 et 20% des opérations en fonction d'une année sur l'autre. Tout au long du mandat, on va avoir des points avec notre client, donc qui sont bimensuels, et dans ces points-là, on remonte de manière totalement transparente les sujets qu'on peut rencontrer qui peuvent potentiellement être un frein à l'opération. Donc, je ne crois pas qu'il y ait eu des opérations où on se soit finalement rendu compte à la fin que ça ne ferait pas. Ouais, il n'y a pas de situation dans laquelle toute la doc est prête et au lendemain, le lendemain pour le closing, il y a pas personne en mandat chez nous. Pas en mandat chez nous. Ça nous est arrivé à l'achat. Ah ouais. À l'achat. Donc on est avec nos clients, donc on est buy side, donc on les aide à aller faire de la croissance externe. Okay. C'est aujourd'hui une super méthodologie pour faire de la croissance d'ailleurs. On en parlera. Mais ça nous arrive à l'achat, parce qu'à l'achat, on ne maîtrise pas les personnes qu'on a en face. Et en fait, on se rend compte que sur le secteur TPE-PME, un mauvais langage dans un call, juste un call qui peut paraître totalement anodin, peut faire péter un deal. Et toi, tu auras beau mettre toute la technique, toute la pédagogie de ton côté, tu ne maîtrises pas ce qui se passe en face. Ouais, parce qu'il y a des mots qui sont dits, il y a des interprétations qui sont surinterprétées d'une manière terrible, parce qu'en fait, il y a de la tension, il y a une personne qui vend sa boîte et qui va être ultra sensible sur tel moment, et en fait, du coup, il va mal interpréter, il va peut-être être mal conseillé aussi, parce que... pas conseillé du tout. Bah ouais, mais après, l'autre problème, c'est que dans nos transactions, tu as aussi beaucoup d'acteurs qui viennent graviter autour des transactions. Tu as évidemment des avocats comme nous, tu as des banquiers d'affaires comme vous, et puis il y a différents sons de cloche qui sont donnés. Il y a chacun qui a son stress, chacun qui... a priori, joue sa partie sur le deal. Et donc, ça conseille parfois d'une manière à ce que ça ne va pas forcément dans l'intérêt commun et du deal, etc. Et donc, ça, c'est des éléments... tu as beaucoup d'ego. Donc, en fait, tout le monde se positionne. Faut que tu comprennes que dans un deal buy-side ou sell-side, d'un côté, tu as quelqu'un qui probablement fait ses premières acquisitions et de l'autre côté, qui fait ça ou ses premières sessions. Donc, toutes les tensions qui viennent, toutes les tensions que tu pourrais voir au quotidien sont ultra exacerbées. Mais c'est là où l'intérêt d'être bien accompagné par des personnes qui ont l'habitude de faire ça et qui font la pédagogie est ultra intéressant. Mais tu ne peux pas la faire pour la personne d'en face. Ah non, complètement. Donc nous, ça nous est arrivé que finalement, un coup de téléphone... je te la fais en synthèse, mais ce mec-là, il parle trop mal, alors que pas du tout. Et puis finalement, je ne veux plus lui parler. Et comment ça se passe? Fermer le dossier. Tu fermes le dossier. Ok. Mais ça ne nous arrive pas forcément à la session, parce qu'on fait vraiment ce travail avant le mandat, pendant le mandat, et en général, on parlait du Club Monceau tout à l'heure, au besoin, on fait la pédagogie, on peut présenter des gens avec qui on a l'habitude de bosser, et dont on sait qu'ils ont cette expérience, et qui vont passer le deal avant eux. Et c'est ça, en fait, le vrai sujet, c'est que
dans toutes ces personnes qui gravitent autour des transactions. Et tu vois, je ne suis pas en train de me mettre en dehors de ça. Je suis persuadé qu'on fait nous aussi des erreurs parce que c'est très difficile dans des moments forts de tension. Mais effectivement, il faut garder en tête que le deal est plus important que toi. Et quand ça pète souvent sa place, ouais. parce que soi dépasse le deal. Et là, en fait, c'est ton ego qui parle et c'est sûr que ça pète. D'accord, et comme il y en a souvent plusieurs autour de la table, ça peut effectivement... Il Ça peut y a un péter. risque décuplé. Ouais, et le deuxième risque, c'est quand même aussi les dirigeants. Et ça, je m'adresse à eux. Et évidemment, c'est compliqué de leur demander ça parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Et malheureusement, souvent, on se rend compte que tu as des gens qui vont bosser pour leurs conseils et pas l'inverse. Et ça, c'est en fait le pire truc à faire parce que autour de la table, tu as un fiscaliste, tu as un comptable, tu as un auditeur, tu as un avocat. Chacun représente sa matière et chacun, en fait, va te conseiller d'aller dans une direction qui est souvent pas la même. Ils vont pas parler à l'unisson. Enfin, ouais. Enfin, ça dépend, mais d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'on avait créé initialement le Club Monceau, Oui. parce qu'on s'était rencontrés sur un deal où on conseillait pour le coup le même client, on se connaissait pas, Non. et en fait on s'est organisé tout de suite pour justement avoir ce discours cohérent pour pouvoir présenter un truc clair au client, puisque c'était Oui. c'était sa première opération, Mhm. et que on voulait le mettre confortable et ne pas le mettre dans une situation où l'opération et la transaction est déjà complexe, et en plus si tu as différents sons de cloche, c'est compliqué. Bah, c'est la pédagogie et surtout c'est un groupe de personnes où dans ce deal-là que toi on parle de nous ou d'autres personnes. Je trouve que tout le monde a mis le deal avant sa propre personne. Carrément, Et c'est pour ça que ça a marché. carrément. Il y a une grosse part aussi qui vous revient en tant que banque d'affaires sur ce type d'opération, c'est la négociation. Comment tu abordes ce sujet avec tes clients, comment avec l'avocat aussi avec qui vous allez traiter le sujet? C'est quoi votre technique créée pour la négociation? Alors il n'y a pas une technique, mais c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne. D'ailleurs je te remercie, tu m'as conseillé un super truc à écouter. Il n'y a pas vraiment de technique. Nous, ce qu'on aime faire sur les lettres d'intention, c'est quelque chose d'assez standard. C'est-à-dire qu'à la fin de la période de commercialisation, on va recevoir des lettres d'intérêt, on va les synthétiser, faire un tableau, les présenter aux clients et en fait mapper un peu tout ça pour trouver un truc un peu équilibré entre toutes les propositions qu'on a reçues et retourner voir chacune des parties prenantes. On ne fait pas d'enchères. Donc on va retourner voir les parties prenantes avec le cahier des charges. Pourquoi? Parce qu'on veut que notre client prenne sa décision sur base d'un fit plutôt que sur celui qui a mis plus, quitte à faire une croix sur le fit ou faire une croix sur une autre condition. Ça, c'est pour la partie amont. Ensuite, sur la partie aval du deal, une fois qu'on a trouvé notre acquéreur, qu'on est OK sur les contours de l'opération, là, il n'y a pas vraiment de technique parce qu'on manque d'un cadre structuré sur lequel on peut se baser pour échanger la doc. Donc on va se retrouver, et tu le sais, hein, avec les classiques, des choses que les uns et les autres essayent de mettre en place. Et puis finalement, quand on a la personne en face qui est conseillée par des gens qui ont déjà fait des opérations, on arrive quand même à Trouver un deal market practice. Ouais, market practice. Mais au final, ce deal market practice, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne vont pas être forcément d'accord avec moi, mais si on le synthétise en code, on retrouve un peu les mêmes patterns, quoi. Désolé pour l'anglicisme, mais on trouve un peu les mêmes patterns. Et finalement, à chaque fois, et tu le sais, on se dit, c'est quand même dommage qu'on n'ait pas un cadre, une structure qui existe à laquelle on se référence dès le début. On gagnerait tous des semaines, voire des mois. Après, il y a des spécificités pour des deals bien précis, Oui. évidemment. Mais se mettre d'accord sur ce qui est globalement à accepter, ce que c'est le market practice, parce qu'en fait, Ouais. c'est toujours aussi un argument de dire, attendez, ça. confrère, c'est pas market practice, etc. Ça, c'est la classique. Voilà. C'est la Mais classique. typiquement, aux États-Unis, ils ont une documentation NCVA, Ouais. alors notamment pour des opérations plutôt d'investissement. Mais en fait, c'est cette documentation-là, et shame à celui qui va oser modifier Voilà. le fonctionnement ou va invertir les règles, etc., dans cette documentation. Parce que celui qui touche à ça, ça sera vraiment... il est hors jeu, quoi. Ouais. Mais en fait, nous, on l'a un peu avec les statuts. Les statuts, c'est quelque chose qu'on sort. On sort très rarement du contexte statutaire quand on négocie des deals. C'est plutôt sur le protocole de transaction qui devrait avoir un petit peu ce même niveau. Mais
pour juste peut-être compléter un peu ma réponse, parce que je t'ai pas entièrement répondu sur la technique, qui n'est pas vraiment une technique, qui est plus une méthode chez Cray. Et encore une fois, je ne pense pas qu'on soit 100% dans cette méthode tout le temps, mais s'il y a vraiment une clé, c'est garder son sang-froid, et surtout, et malheureusement, parfois faire la pédagogie auprès de ton confrère en face, parce qu'on revient sur le point qu'on n'est pas régulé, donc tout le monde peut être banquier d'affaires, donc parfois tu tombes sur des gens qui ne maîtrisent pas forcément le côté un peu market practice d'une transaction. Et nous, il faut absolument que dans ces configurations-là, on garde le sang-froid et on essaie de décomposer notre point de manière à ce qu'il soit intelligible pour la personne qu'on a en face en fonction de son profil. S'il y a une méthodologie dans ces moments-là, c'est celle-là. Et bien évidemment, elle va de pair avec le fait qu'on ne va jamais demander des choses qui ne sont pas market practice, ou du moins qui ne sont pas market practice appliquées à l'opération. À partir du moment où tu veux aller trop tirer la couverture de ton côté, en fait, ça ne marchera pas. Donc tu vas rentrer dans une... Ça, c'est les pires négociations, parce qu'en fait... ça ne sert à rien. Et puis ça ne sert à rien pour ton client. En vrai, ça ne sert à rien. L'objectif, c'est que ce soit équilibré. Je ne sais plus qui disait que dans un deal, si personne sort content de l'opération, c'est que c'est un deal équilibré. Nous, on essaye de faire en sorte que chacun sorte quand même content, mais on va conseiller nos clients à la fois sur des choses qui ne sont pas market practice qui nous sont proposées, mais aussi sur des choses que notre client peut demander en disant c'est pas market practice, on va déséquilibrer l'opération. Et en tout état de cause, si on raisonne en manière d'équilibre général, si on nous accepte ça, et étant donné que ce n'est pas tout à fait market practice, on risque de devoir dire non à 2 autres choses ou 3 autres choses qui seraient peut-être forcément plus bénéfiques pour nous dans l'équilibre global du deal. Donc il y a beaucoup de pédagogie à ce niveau-là aussi. Mais oui, mais c'est comme une partie de tennis, c'est-à-dire qu'il faut aussi en face des personnes qui comprennent le fonctionnement, le jeu, et qui aient un même niveau de jeu. Ouais. Parce que si tu joues avec une personne qui n'a pas le même niveau que toi, en fait, ça renvoie la balle difficilement, ou tu joues sur un terrain en fait, qui est même pas... Tu peux jouer avec des gens qui ont un meilleur niveau que toi, ou des gens qui ont un niveau moins bon. Mais qui vont t'envoyer sur un terrain dont on ne sait même pas... ça, c'est ceux qui viennent jouer au tennis, mais qui ne jouent pas de base au tennis. Quelqu'un qui joue plus au basket. Donc typiquement, on le voit sur les très petites opérations à l'achat. On revient sur les points qu'on a évoqués avant. Quelqu'un qu'on va acheter, qui va appeler son pote avocat ou du droit de la famille. Ouais, et c'est très bien parce que je le comprends. Il a besoin d'être conseillé. Encore une fois, ils ne le connaissent pas, donc c'est tout à leur honneur et c'est normal. Le problème, c'est que dans la documentation d'un deal, c'est tellement épais. C'est tellement complexe. Et c'est complexe, même pour un petit deal, parce que finalement, c'est la même chose. Mm-hmm. Donc finalement, tu fais venir quelqu'un dont c'est pas la spécialité, il est outré à chaque page. Il est outré à chaque page. Il y a un sujet que j'aimerais bien qu'on évoque ensemble, c'est le sujet du LBO, donc des opérations à effet de levier bancaire. Ouais. Ça, c'est des opérations que tu aimes beaucoup, toi, ton côté. Tu peux nous dire pourquoi, en fait, ça fait partie des sujets qui sont très, très importants chez Cray? Ouais, alors moi, je suis quelqu'un de pas très intelligent. Donc, en fait, dans la vie, tu as deux possibilités. Quelle humilité. Non, mais tu vas voir où je veux en venir. Dans le business, moi j'ai identifié, je dis bien moi parce que j'imagine qu'il y en a 50 000 autres, j'ai identifié 2 manières de faire les choses et de faire grossir un patrimoine économique. La première, c'est innover, d'inventer le truc de demain dans le super bon timing. On l'a vu au début du podcast, c'est pas tellement mon truc, ça. Ouais, mais ça, c'est plutôt du venture capital, celui qui crée la start-up et qui se dit voilà, je vais révolutionner le monde et je vais faire une scale-up. Ouais, mais très bien, ça peut marcher. Je vais de zéro, je vais vendre ça 1 milliard. 1 milliard, ouais, pardon, 1 milliard. Beaucoup d'ambition. Ça, c'est le génie, tu vois. Ouais. Moi, je pense pas du tout être dans ce cas de figure. On l'a vu au début du podcast, j'ai fait un truc, on s'est bien rétamé. Bon. Le LBO, c'est la deuxième méthode que j'ai moi identifiée. Hein. C'est une deuxième méthode où, en fait, tu vas faire de l'acquisition. Comme tu pourrais acheter un appartement, mettre un locataire dedans, rembourser ton crédit, au bout de 20 ans, l'appart est à toi. Bon, en réalité, tu as quand même payé le double de ton appartement en crédit bancaire, en intérêt, mais tu as un peu l'impression d'avoir fait une bonne opération, que ce n'est pas vraiment toi qui as payé l'appart, et finalement, c'est du patrimoine. Ça rentre dans ton patrimoine. Ça rentre dans ton patrimoine. Et tu peux le revendre à l'issue. Ou pas. À l'issue, soit quand tu as remboursé. Exactement. Ou avant, mais enfin bon, bref, tu vois, c'est... Le LBO, c'est la même chose, mais en 7 ans. Donc déjà, les délais sont beaucoup plus courts. Les montants sont beaucoup plus élevés. Et en fait,
tu as la possibilité, dans ta première acquisition, de faire d'autres acquisitions pour construire un groupe. Et ça, Tu achètes une entreprise ouais. avec le financement d'une banque Voilà, ou de plusieurs banques. ou de plusieurs banques. Enfin, tu fais un pool bancaire. Ouais. Et cette entreprise dont tu en es propriétaire. Mhm. Et après, la personne qui décide d'acheter la banque, qui décide d'acheter Ça peut être la l'entreprise, banque, hein, ouais. tu peux faire un LBO sur une banque, pardon, mais c'est pas ce que vous ambitieux. faites. C'est un Non, peu non. plus ambitieux. Et effectivement, donc tu crées la valeur et après, avec les résultats de la société, Tu rembourses la banque. tu rembourses la banque Voilà. Ce qui fait que, et en c'est 7 ans. le côté un peu sexy du LBO, c'est que finalement, tu achètes une boîte 5 millions, tu mets 2 millions d'apport, 3 millions de dettes. La boîte, pendant les 5 ou 7 ans, peut ne faire que 0% de croissance et être revendue 5 millions. Alors j'enlève l'inflation, les commentaires vont me dire oui, mais tu n'as pas pris là. D'accord. J'enlève l'inflation. On simplifie, ouais. On simplifie. Dans 5 ans, 7 ans, je revends la boîte 5 millions. Mais en fait, mes 2 millions d'apport, ils sont devenus 5. Ouais, mais attends, 2 millions d'apports, il faut les sortir, les 2 millions d'apports. Alors après, il y a des montages. Ok, Mais je pars du principe que tu as 2 millions. d'accord. Tu Pars les mets. de bons principes. C'est un bon principe, tu vois. Je viens respectueux de l'environnement. Après, les 2 millions, tu peux les club dealer. Donc, tu pourrais mettre 500 000 et trouver des invests avec toi pour 1,5 million. Ok, Ou alors, les tu clubs pourrais dealers, acheter une boîte. c'est, par exemple, aller voir des confrères à toi, des amis, dire voilà, j'ai une Voilà. super opération Ouais. et je vais monter telle opération. Les gars, croyez en moi Mhm. ou croyez en la personne que j'ai identifiée pour porter le business. Mhm. Je dois lever 2 millions pour racheter cette boîte-là avec l'effet bancaire. Vous allez bénéficier de l'effet de levier aussi, puisque Ah ouais. les 2 millions que vous allez mettre vont se transformer probablement en 5 millions si on est flat. Si on est flat. Donc, c'est-à-dire qu'une boîte flat, tu fais fois 2,5, alors sans l'inflation, les intérêts bancaires, machin, mais tu fais quand même fois 2,5 brut, alors que la boîte a fait 0 de croissance. C'est quand même rassurant, tu vois. Et derrière, en général, tu vas acheter. Enfin, ça, c'est un LBO qui réussit bien. Mhm. C'est-à-dire qu'en gros, qu'il n'y ait pas de sujet sur la boîte qui est rachetée et que la cible Ouais. est suffisamment solide et qu'il n'y a pas de catastrophe au milieu. Il n'y a pas de catastrophe, évidemment. Mais ça, c'est un risque que tu prends, peu importe Ce que t'achètes. ce que tu achètes ou ce que tu fais dans le business. Dans le business, tu montes une boîte, 2 ans après, tu as peut-être un sujet de marché et ça ne va pas au bout et ça capote. Ok. Et si tu n'as pas 2 millions, tu n'as qu'un million, bah, tu achètes une boîte à 3. Tu vois. C'est à échelle. Aujourd'hui, le LBO, c'est vachement démocratisé. Donc, tu peux faire des LBO sur des petites boîtes, quoi, hein. Mais les banques, elles vont regarder quoi? Parce que, attends, il n'y a pas n'importe qui va se lever demain en nous écoutant et en se disant ah, j'ai entendu un super truc, je vais faire un LBO, j'ai quelques économies et je vais aller acheter une boîte. La banque, elle va regarder quand même ton background, ce que tu as fait avant. Enfin, c'est quoi les requisites des banques pour justement faire confiance à quelqu'un qui veut faire un LBO? Bah, le track, c'est quand même, enfin, l'historique de la personne, c'est quand même le plus important. Qu'est-ce qui est apprécié? Qu'est-ce qui est gardé Bah, soit de l'expérience sur le métier dans lequel tu te lances, soit une expérience sur des thématiques qui va manquer à la cible que tu vas racheter. Ok. Là, on est en train d'en faire un sur une boîte dans l'industrie. On nous a demandé pourquoi on n'a pas mis un industriel à la tête de cette boîte-là, dans le cadre du rachat. On leur a dit, bah, il y a déjà le top management, les cédants qui accompagnent. Il n'y a pas besoin, quoi, de rajouter une 4e ou une 5e personne. Par contre, on a identifié A, B, C comme étant des axes d'amélioration validés par les cédants. Et on a plutôt été chercher un repreneur qui était dans qui cochait un peu ces cases-là. Et ça faisait sens pour nous. Et on ne va pas faire un deal pour les banques, on va faire un deal pour nous. Et après, si le deal ne marche pas pour les banques, tant pis. Mais on ne va pas structurer le puzzle de sorte à ce qu'il soit lisible pour une banque. D'abord, il faut que ce soit lisible pour nous et pour le repreneur. D'accord. Après, il y a évidemment le ratio apport. C'est quoi le ratio généralement? T'en parlais tout à l'heure, mais Ouais, c'est quoi ce qui est market practice puisque une trentaine de pourcents d'apport que tu peux apporter toi ou avec d'autres investisseurs ou avec des copains ou un fonds. Une trentaine de pourcents, mais après ça dépend oui, parce de que la ça peut valorisation. être club dealé et ça peut être aussi un fonds d'investissement que tu embarques avec toi dans Ouais, dans, ouais. dans Et il y en a des dans plus en plus l'aventure. petits. Hein. Tu as des fonds qui sont plutôt des family office qui peuvent mettre des tickets de 300 000, 400 000, 500 000 qui peuvent t'accompagner. Mais ces 30%-là peuvent être 10 comme 50 en fonction de ton actif. Tu achètes un actif qui est valorisé parce qu'il est super à la mode, 10 fois ton résultat, il va falloir que tu mettes un peu plus d'apport parce que si tu achètes quelque chose 10 fois ton résultat, techniquement, ton résultat annuel ne va pas te permettre de rembourser
des quantités, enfin, tu vois, pas te permettre de rembourser un levier bancaire de 80% du montant. Ouais. Alors que si tu achètes une boîte 2 fois son résultat, peut-être que tu peux mettre que 10% d'apport parce qu'en fait, en 5 ans, tu as largement de quoi rembourser la banque. Ouais, donc ça, c'est en fonction de ce que tu achètes. De ton multiple. Le Ouais. plus important, c'est de ne pas acheter trop cher, quoi. De ne pas se faire Oui. avoir par des modes et de dire ouais mais c'est la mode et de dire à tout le monde vous comprenez rien, moi je comprends tout, ça c'est la mode, c'est normal que ça vaille 10 fois. C'est compliqué pour un repreneur qui veut se lancer dans de la PME d'acheter un truc 10 fois, tu vois. Ouais. 10 fois son résultat d'exploitation. Sur le LBO, il y a quand même, enfin, c'est des opérations quand même techniques où il faut être correctement accompagné. C'est quoi les points de vigilance que tu mettrais en évidence pour quelqu'un qui voudrait se lancer sur un LBO dont il a entendu parler et qui s'est dit, OK, une reprise d'entreprise, quoi. Ouais. Quelqu'un qui veut se lancer dans la reprise d'entreprise. Nous, c'est des gens qu'on adore. On a d'ailleurs monté un fonds chez Cray avec Super Capital pour les accompagner. Donc, on revient à la jeunesse de Cray qui est d'accompagner les dirigeants. Super Capital, c'est un réseau d'investisseurs. Ils investissent eux aussi en venture. Je les connais depuis des années. Ouais. C'est Corentin Orsini. Corentin, Thibault aussi, ouais, exact. Frédéric Beck aujourd'hui. Exact. Et en fait, ces gens-là, donc on crée un super réseau d'investisseurs et de business angels dédiés au venture. Et un jour, on s'est dit, c'est con, on pourrait créer un truc complémentaire qui est en fait dans le LBO, qui n'est pas l'étape d'après, mais qui est différent, quoi. Ouais, parce que globalement, le venture capital, ça s'adresse à des sociétés un peu, comme on disait, start-up, c'est-à-dire des sociétés qui ne sont pas rentables et qui ont besoin de beaucoup d'argent pour se développer. C'est ça. Donc, ils ont besoin de lever des fonds. En revanche, le LBO, nécessairement, puisque c'est avec la rentabilité de la société qu'on va rembourser le crédit, c'est nécessairement une société rentable. Et donc, ce que tu leur as proposé, c'est de dire, OK, vous proposez à votre réseau d'investir dans des sociétés où le multiple sera énorme, parce que potentiellement sur une start-up, vous pouvez rentrer sur une valo à 2 millions early stage et sortir à 100 millions. Pour reprendre, on le voit avec Wiz, là, ce qui est passé avec les investisseurs qui sont entrés sur Wiz et qui sont sortis là, il n'y a pas longtemps avec le rachat de Google. Exactement. Là, toi, ce que tu proposes, c'est une autre proposition d'investissement, c'est de dire, en fait, on va investir dans des PME qui sont déjà rentables. Et en fait, oui, OK, on ne va pas faire x100, x200. En revanche, on peut plus facilement faire x2, x3. Entre x3 et x5, ouais. Ouais, x2, x3, x5. Avec l'objectif de faire sur 5 à 7 ans. Et de faire zéro chute. L'objectif, c'est qu'il n'y a aucune boîte qui parte au tapis, comme ils disent. OK. Et donc, ce qu'il faut faire attention sur ce type d'opération, et notamment la reprise d'entreprise, c'est quoi ? Pour un repreneur, c'est de se former à la reprise d'entreprise, aux bases de compta, aux bases d'audit. Parce que... mais les qualités indispensables, justement, sur lesquelles il faut se former, ou les qualités intrinsèques qu'il faut avoir pour reprendre une entreprise, c'est quoi ? Les bases techniques. C'est pour ça que je parlais de se former à ce type d'opération, pour pas être dans la situation du bonhomme qui va penser qui va pas avoir de marqueurs et de repères et tout nier, tout refuser en bloc. Donc déjà, il faut que ces personnages, je les invite à se former aux bases de ces montages-là, que ce soit économique, juridique, quali ou quanti. Ça, c'est important. Ensuite, c'est de comprendre quel secteur ils vont vouloir viser pour aller se positionner. Parce que des secteurs, aujourd'hui, il y en a plein, et il y en a qui sont en ce moment plus intéressants que d'autres, plus viables que d'autres. On en reviendra tout à l'heure. On en reviendra, mais tu vois, tu peux pas aujourd'hui te lancer dans 50 secteurs différents. Il faut que tu en choisisses 1, 2 ou 3 et que tu saches dans ce secteur à quel niveau de la chaîne de valeur tu veux te positionner. Est-ce que tu veux être innovateur, c'est les startups? Est-ce que tu veux être distributeur, c'est plutôt aval? Ou est-ce que tu veux être une boîte qui rend service à ce secteur-là et donc tu es au milieu de la chaîne de valeur? Ça, c'est par rapport à tes compétences historiques. Je ne recommanderais pas de te lancer comme ça à 18 ans à faire une reprise d'entreprise. Même s'il n'y a pas de souci, tu peux le faire. Mais il faut que tu aies quand même une certaine compétence que tu peux mettre en place dans la société que tu vas racheter. Et dans ce secteur-là, identifier des sociétés. Et là, tu as toute une technique qu'on pourra évoquer pour aller identifier des boîtes, enrichir les contacts, prendre contact directement avec les dirigeants. Il ne faut pas avoir peur. Il n'y a pas que les intermédiaires ou les transactionnaires
qui peuvent présenter des boîtes. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, l'ère de l'information permet l'accès à ces gens-là. Donc, allez les contacter sur LinkedIn. Mais il y a une data qui est dingue en plus en ce moment, c'est que quand tu vois le nombre de sociétés qui sera à vendre très prochainement, parce que l'effet du baby boom fait que tous les baby boomers qui sont aujourd'hui propriétaires de capital dans des entreprises vont devoir nécessairement un jour les céder, c'est qu'en fait il y aura beaucoup de boîtes à vendre très prochainement. Ouais, ça a toujours été vrai, mais là c'est encore plus vrai et c'est encore plus démocratisé. Donc tu Ouais. as un vrai effet Donc de les mode opportunités, là-dessus. elles seront très, très Il y en a, importantes. il y en a. Et il y en a, et c'est pas forcément une bonne chose, parce que du coup, l'embarras du choix, Ça casse le marché. ça casse le marché, et puis ça t'évite, toi, ça te confuse, quoi. Tu sais plus où donner ta tête. C'est comme sur Netflix quand tu passes 2 heures voilà. sur le catalogue à te dire qu'est-ce que je vais regarder. Et t'as fini ta pizza. Au bout de 2 heures, tu te dis bon, bah, en fait, je vais aller me coucher. Il est 23 heures, c'est mort, je vais pas me coucher à 2 heures du mat. Tu vois. Non, exactement. Ouais, c'est dingue ça. C'est ça, et c'est l'allégorie du figuier. Je ne sais plus de quel bouquin c'est, où tu as un type qui va s'asseoir devant un figuier, qui va regarder et se dire est-ce que je vais être un sportif, est-ce que je vais être et qui se voit dans chaque bout de la branche, tu vois, et au final, il se décide pas à manger la figue qui lui plaît le plus, et il finit mort de faim devant le figuier, tu vois. Ouais. C'est un je la peu connaissais ça. pas celle-là, mais très intéressante. C'est un peu ça. Donc il faut se spécialiser et trouver un secteur pour lequel on a un peu la flamme, enfin même beaucoup la flamme, ouais. et qui fait sens économiquement. Et qui fait sens économiquement, parce que la flamme c'est bien, mais ça peut aussi être ton démon. Et se connaître, savoir quelles sont tes compétences, et surtout trouver une boîte où tes compétences vont être complémentaires à ce qui a déjà été mis en place par le dirigeant. Si le dirigeant reste en accompagnement 2 ans et qu'il est super bon techniquement dans le produit, si toi tu es super bon techniquement dans le produit, il y a peut-être moyen que sur le papier ça peut avoir l'air intéressant, mais en réalité ça peut plus péter qu'autre chose. Alors que derrière il y a les problèmes marketing, commerciaux, et tu vois, si jamais toi tu avais plutôt une expérience, une vraie appétence pour les matières commerciales et marketing, quand bien même tu n'avais pas l'expérience technique, vu que tu es déjà accompagné, qu'il y a déjà des choses en place qui tiennent et qui marchent, je verrais plus cette complémentarité. Donc déjà bien se connaître, tu vois, et savoir ce que tu peux apporter au business. Et se renseigner et évidemment se former aux pratiques de ces opérations-là pour ne pas arriver à être complètement à côté de la plaque quand tu vas discuter avec des avocats ou avec le cédant. Et tu as le côté humain, et on y revient encore à chaque fois, puisque comme on l'a dit, à la personne à qui on va racheter la boîte, donc le cédant qui va nous accompagner pendant une période pour faire la transition, et par ailleurs, tous les salariés auxquels il va falloir aller se présenter et avoir, j'allais dire, des qualités. C'est quand ça va au bout. Des qualités, oui, mais l'idée, c'est que ça soit quand même le cas. Et à ce moment-là, de se présenter aux salariés et de leur expliquer que c'est vous le repreneur, que c'est vous le nouveau patron, et d'avoir cette grosse phase de transition où beaucoup de qualités humaines sont nécessaires pour faire passer la transition. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je conseillerais vraiment, on voit souvent des personnes physiques qui sortent de gros postes avec des gros chèques me dire... Moi, je peux reprendre une boîte qui vaut entre 20 et 30 millions, j'ai les fonds qui me suivent. C'est pas ce que je recommande, parce que ce que tu viens de mentionner, la partie après-opération, si ça va au bout, ça, tu n'as pas d'autre choix que de l'apprendre sur le tas. Il n'y a pas vraiment de formation qui vont t'apprendre à manager. Donc, je conseille vraiment de commencer relativement petit. Alors, pas trop petit non plus, il faut qu'il y ait un peu de structure, parce qu'il ne faut pas que ça s'apparente à de la création d'entreprise masquée, tu vois. Ouais. Mais quand même un peu structuré, mais à taille humaine. Et faire du build-up. C'est-à-dire qu'avec ton LBO, racheter d'autres entreprises et faire un groupe. C'est aujourd'hui le shortcut pour la réussite. Un des shortcuts, c'est celui-là. Beaucoup d'entrepreneurs, vous prenez toutes les listes des richesses du monde, si c'est ça le truc qui vous botte, et vous trouverez qu'il y a des gens qui sont dans cette thématique de build-up. Ils ont une C'est-à-dire qu'en gros, ils ont acheté le premier navire amiral, tranquillement, ils ont pris leur marque, et après... Avec ce navire amiral, ils ont constitué un groupe, racheté des concurrents, racheté des entreprises complémentaires, etc. etc. Et en fait, entre le premier moment et le deuxième, il y a un truc qui est important, c'est qu'ils ont compris le game. Tu vois. Alors, c'est quoi le game ? Le game, ça dépend de chaque secteur. Dans la banque d'affaires, le game, c'est d'arriver à faire la différence c'est d'arriver à savoir si un dossier est liquide ou pas. Je te le dis en très simple, quoi. Est-ce que c'est un sujet, au vu de notre modèle économique, qui est très compliqué, on a un des BFR les plus importants de tous les secteurs, parce qu'on est payé
à la fin d'une opération qui peut durer 1 an et demi, 2 ans. Donc en fait, tout réside dans ta compétence à savoir si un projet va être liquide, va pouvoir se faire, avec toutes les clés que tu peux avoir au moment où tu décides de te lancer, ce qui est très compliqué, tu vois. Ça, c'est notre game. Il peut y avoir un autre game. Et en fonction de chaque secteur a son game. Et il ne peut pas être compliqué à expliquer. Il doit s'expliquer en une phrase, et ça doit être sur cette base-là que tes 5-10 métriques, c'est North Star Metrics, désolé pour tous les anglicismes, mais tu construis ça, et tous les mois, tous les trimestres, tu te poses dessus. Donc, tant que tu n'as pas compris le game, ça ne sert à rien de te lancer dans des croissances externes ou même l'acquisition de ta première boîte. Ouais, il faut que tu aies une feuille de route très claire et que ça aille tout droit, quoi. Il faut que tu comprennes comment ça marche en dessous derrière les rideaux, tu vois. Il faut que tu comprennes comment ça marche. Et moi, j'ai rencontré des dirigeants qui m'expliquent leur game en une phrase de manière très simple. Ils me disent, moi, mon game, c'est ça. Et c'est la phrase qui est justement pas compliquée, auquel tu n'avais jamais pensé. Tu dis, ah ouais. Ouais, voilà. Et le mec, il t'explique qu'il a créé un empire justement sur cette principe. Une phrase. En fait, une phrase qui est un peu comme plein de formules mathématiques, tu vois, où en fait on arrive à comprendre genre E égale MC2. C'est très simple, mais en fait découle de cette phrase un milliard de choses. Oui. Je dis pas que le travail en amont, l'expérience, les erreurs qu'on a dû faire pour se tromper, est-ce que tu dois structurer, itérer, etc., etc., pour avoir la formule simple. Voilà. Bah, en fait, le travail en amont est immense. Et en aval. Hein. Ouais. Et tu peux avoir un empire de 250 000 collaborateurs, il va te dire le game, c'est ça. Le game de la banque, c'est avoir de l'inflow de la part de nos déposants pour pouvoir l'investir et gagner une marge entre les deux, entre ce que je leur donne et ce que moi je vais garder. C'est tout, game de la banque. Les secteurs d'activité, selon toi, qui seront demain porteurs pour des opérations comme ça, ouais. Selon toi, c'est quoi qu'il faut regarder très prochainement ? Alors ça colle avec une de ces recommandations que j'adresse aux repreneurs, aux futurs repreneurs d'entreprise, c'est vous ne lancez pas dans un secteur qui est en baisse. Ça paraît con, mais en réalité, et ça les chiffres sont publics, faites des recherches. Si vous voyez que le secteur perd de l'argent ou est en baisse tous les ans, ça ne sert à rien d'y aller. Et si vous voyez que le secteur, sur les 5 dernières années, a pris plus 20%, ça ne sert à rien d'y aller non plus. Parce que c'est déjà trop ? Les arbres ne grimpent pas au ciel quand même. Et il y a plein de gens qui se cassent un peu les dents. Vaut mieux un secteur qui est en croissance avec des perspectives intéressantes, au moins sur les 5-7 prochaines années. Ça, c'est clé. On parle pour répondre à ta question, la défense, ça peut être un vrai sujet aujourd'hui, parce qu'on voit qu'à peu près tous les projecteurs sont sur la défense, alors qu'il y a 10 ans, investir dans la défense, c'était mal vu. Non, mais même il y a 3 ans. Même il y a 3 ans, c'était mal vu. Tu ne pouvais pas, dans ton PEA ou dans les offres tu avais des critères durables, c'était, les banques disaient on ferme les robinets, la défense, c'est pas bien. Et aujourd'hui, tout le monde investit dans la défense. Donc s'il y a de l'argent, si le coût de la matière première, le coût de l'argent, que la confiance des dirigeants, tout ça est aligné, c'est un bon secteur. Et il faut que tu aies pas forcément à 30 ans, mais au moins à 5-7 ans, la durée du LBO, ou à minima à 2-3 ans, la durée la plus critique dans le cadre d'un LBO, parce qu'un LBO c'est 7 ans, la durée la plus critique c'est les 3 premières années. Tu as la reprise, changement de direction, tu as l'accompagnement qui vient diluer un petit peu le risque, mais tu as quand même il faut que la greffe prenne. Donc il faut avoir un peu de visibilité. J'ai rien contre des secteurs, et je ne suis pas forcément fan de donner des noms de secteurs qui sont en berne, mais d'investir dans ces secteurs-là aujourd'hui et reprendre une entreprise, c'est clairement pas un bon move. Et un autre secteur qui, selon toi, serait intéressant à regarder en ce moment, ce serait quoi ? Ouais, donc nous, on est... alors, historiquement, CRES, c'est santé, éducation, industrie et services B2B assez niche. Ouais. Donc, le service B2B, en fait, on se rend compte que ça ne veut rien dire parce que c'est tout le temps attaché à un secteur de référence. Donc, c'est du service. Mais... Service B2B, pour ceux qui nous écoutent, c'est les services aux entreprises. Okay. Donc, par exemple, dans l'industrie, tu vas avoir des éditeurs de CRM, enfin de ERP, de logiciels dédiés à l'industrie. Pour moi, donc l'éditeur de logiciels, il est dans la case service B2B, mais en réalité, il est attaché à son secteur de l'industrie. À moins que tu sois généraliste, mais bon, ça, il y en a très peu. Et donc, ça va toujours marcher en fonction du secteur de référence, mais nous, ce qu'on voit, c'est la santé. Ce qu'on voit, c'est l'éducation
dans une certaine mesure, parce qu'on parlait des secteurs qui ont explosé récemment, la formation professionnelle, quand il fallait un petit peu réduire le taux de chômage, il y a eu énormément d'argent qui ont été investis. Je crois que 2022, on est passé de 25 à 35 milliards, ou quelque chose comme ça, d'investissement dans la formation professionnelle. Donc là, tout le monde a explosé. C'était devenu un super secteur à la mode. Du coup, les valorisations ont explosé. Et là, si tu rentres maintenant... Il y a des gens qui ont acheté à des prix... Mais tout le temps. Mais en fait, dans tous les secteurs, dès que ça devient un peu à la mode, tu as beaucoup plus d'offres que de demandes, tu vois. Donc, de demandes que d'offres. Donc, en fait, ça fait monter les prix. Mais ce qui est normal. Mais du coup, mon point, c'est pas de dire attention à des gens, à des investisseurs chevronnés ou des investisseurs avertis. Là, on s'adresse vraiment à des investisseurs débutants, des repreneurs personnes physiques, donc c'est la première ou la deuxième reprise. Un investisseur chevronné qui achète cher, il sait pourquoi. En fait, c'est cher sur le papier, mais lui, il a un plan. Il a un plan de synergie. Et en fait, tu peux acheter une boîte 12 fois son résultat, tu mets le cash, mais 2 semaines après l'introduction, tu renégocies tes contrats avec beaucoup plus de volume, et en fait, ton 12 fois, il se transforme en 4. Mais ça, le repreneur personne physique ou même personne morale, il n'a pas ces compétences-là. Il n'a pas cette historique, ce contexte. Donc lui... Moi, je lui conseille d'aller sur un secteur qui est en augmentation, qui a des bonnes perspectives, mais qui n'est pas à 8000 tours minute en 6e fil de gauche, mais qui est plutôt au milieu, tranquille. Pas en berne, pas en baisse. Et avec des perspectives pour accélérer, quoi. Voilà. Donc nous, la santé, c'est ce sujet, l'éducation dans une moindre mesure, l'industrie, clairement, en ce moment... Et santé, ça peut être quel type de santé, pour moi, il y a deux, et encore une fois, je pense qu'en commentaire, on va dire, il a oublié le... Ah ouais. Mais pour moi, il y a deux gros types d'acteurs dans la santé. Tu as ceux qui vont créer les innovateurs, mais ça, on le voit dans tous les secteurs. Tu as les innovateurs, tu as le service à la santé, et tu as le distributeur. Et ça, c'est vrai dans tous les secteurs. Ouais. Nous, on ne s'adresse pas aux innovateurs. À aucun moment, on va s'adresser aux innovateurs. Il y a trop de risques. C'est des modèles qui sont trop compliqués. Il faut que tu cultives un réseau bien différent. Nous, les VC, on les respecte énormément. Ce n'est pas historiquement ceux avec qui on a le plus l'habitude de travailler. Donc, on a besoin quand même de visibilité et que ça rentre dans certaines cases, entre guillemets, qui sont plutôt issues de la PME traditionnelle, qui revient d'ailleurs un peu à la mode. Ouais. Donc, nous, on va plutôt s'adresser au milieu et à l'aval de la chaîne de valeur. Donc, tout ce qui est service et valeur ajoutée. Donc les transformateurs, les producteurs, les services, on parlait des CRM, et les distributeurs. Donc ça, les distributeurs, c'est tous ceux qui vont s'occuper de la distribution du produit fini. Et ça, tu l'as dans tous les secteurs. Et nous, on va s'adresser à ce deuxième et à ce troisième maillon de la chaîne de valeur. Et d'ailleurs, la personne qui va vouloir reprendre une boîte ou le dirigeant d'une boîte qui va vouloir reprendre une société va devoir se poser la question de où est-ce que dans la chaîne de valeur, il veut cibler son acquisition en fonction de ses propres compétences. S'il y a une personne dans le cadre de ce podcast qui nous a écouté et qui se dit « Ah ouais, en fait, moi, je veux reprendre une entreprise il doit commencer par quoi ?» Tu as déjà dit un certain nombre de choses. Il doit se former, choisir son secteur, etc. Ouais. Mais au moment où il est prêt, c'est quoi la démarche qu'il doit faire ? Moi, je conseillerais de s'identifier auprès des intermédiaires de son secteur. Okay. Donc, s'il veut racheter une boîte dans l'éducation, il peut nous appeler, dans la santé ou dans l'industrie. Mais bon, nous, on est plutôt sur des deals B2B, donc avec des corporates. On fait du particulier sur des typologies d'opérations quand même un peu grosses. Mais il y a ce qu'on appelle des transactionnaires qui sont de M&A où ils font vraiment que du référencement, quasi que du référencement. Donc, s'identifier auprès d'eux. Et ça peut être la BPI Bourse de Transmission, Fusac, faire un petit tour sur Fusac. Et très vite, je leur conseillerais de prendre contact avec des gens, des dirigeants, des intermédiaires, et aussi de faire la recherche eux-mêmes. Ouais, et pour jauger un peu le truc. Ouais. Qu'ils comprennent, OK, ça c'est de l'intermédiaire, ça c'est du direct. C'est beaucoup plus long, tu as un taux de retour très faible, mais en tant que personne physique et pas un bot de conseil ou de service, en général, il prendre la température, quoi. Ouais. Et puis si tu peux tomber sur un deal pas intermédiaire, si tu as des bons conseils et qu'en face il a quand même un ou deux conseils, ça peut vraiment partir en vrille, mais ça peut être aussi une super histoire, tu vois. Donc moi je le conseille dès qu'il est prêt, il a son secteur, il sait dans la chaîne de valeur où est-ce qu'il veut se situer, voilà, je conseille de s'identifier auprès des intermédiaires et des transactionnaires, mais aussi de prendre contact lui-même avec des dirigeants. Ok, super. Parce qu'il s'est peut-être planté dans son analyse.
aussi. Le transactionnaire, Ouais, il va jamais te dire qu'il toute te façon, planté. Hein. Globalement, quand on a un projet, l'idée c'est de s'en ouvrir le plus possible et d'aller gratter déjà un peu les choses par soi-même, Ouais. ouvrir des discussions, se confronter à la réalité des gens qui l'ont déjà fait ou pas, se confronter au marché un peu soi-même. C'est comme quand on achète un appartement en fait. Mieux vaut en visiter 5 où tu es certain qu'à la fin tu feras pas d'offre, mais au moins tu auras senti un peu ce que c'est que de visiter un appartement, pris les bons réflexes. Et pas bosser pour tes conseils, parce qu'en fait, c'est ça qui va te tuer derrière. C'est-à-dire quoi, ça, bosser pour tes conseils? C'est notre expression, peut-être chez Crème, mais toi, c'est de dire, en fait, je vais souvent écouter tout ce qu'on me dit, faire ce qu'on me dit, ne pas prendre de décision, et souvent, la personne va prendre la décision de la dernière personne qui l'a consulté. Donc, finalement, chacun va essayer de justifier sa présence autour de la table, donc du coup parlera peut-être un peu plus fort que l'autre. Et finalement, le risque, c'est que toi, tu te retrouves à écouter la personne qui a parlé le plus fort parce que tu n'as pas développé tes propres réflexes. Et c'est ça, bosser pour tes conseils. Et en fait, ton conseil, il est là pour te protéger des risques et t'accompagner dans les prises de décision. Mais en vrai, c'est toi qui appuies sur le bouton. Il y a des risques que tu peux prendre. Et en fait, si tu n'es pas prêt à prendre des risques, fais pas ça. Fais plein de choses, tu vois, du potager, tu plantes une carotte, elle va pousser normalement. Là, il faut que tu t'attendes à prendre des risques dans ce que tu vas faire. Et si tu n'écoutes que tes conseils, donc tu bosses pour eux, quelque part, c'est une métaphore, hein, Ouais. mais il y aura des risques, et donc en fait, tu vas jamais avancer. D'accord. Et tu vas perdre du temps. Et c'est pour toi c'est pour cette personne-là que je dis ça. C'est pas... On arrive au bout du temps qui nous était imparti. Si on veut discuter avec Thomas Rigaudot, échanger avec toi sur toutes les thématiques qu'on a évoquées aujourd'hui, tu es joignable assez facilement sur les réseaux sociaux? Ouais. Enfin, sur, Là, j'attends une petite fille, donc désolé si je mets plus de 48 heures à répondre. Mais effectivement, ouais, sur LinkedIn, vous me contactez sur notre site, donc kray.eu. On a des formulaires contacts, ça vient direct dans les boîtes mail de l'équipe. Hein. Et il y a la Dream Team qui pourra exactement, sans problème. Ok, trop cool. Merci Thomas, c'était vraiment très sympa ce partage aujourd'hui. Et puis on se retrouve très vite. Ouais. Et encore merci pour ta participation à cet épisode. Avec plaisir, Louis.